Voilà donc, bonjour chères auditrices, chers auditeurs, nous sommes vendredi le 10 mai et vous êtes en direct sur les ondes de Radio Centre-Ville 102.3 FM avec votre émission du Mouvement Action Justice, une émission consacrée exclusivement à dénoncer les abus de pouvoir et les injustices dans notre société contemporaine, une émission qui favorise la parole de la victime prioritaire. Alors nous avons discuté lors de notre dernière émission de cette semaine nationale de la santé mentale qui poursuit d'ailleurs jusqu'au 12 mai. Nous avons cependant tenter de comprendre pourquoi nous sommes arrivés à ce stade, celui de faire une campagne après l'autre qui nous invite à se dire « tu es formidable ». Dire à tes proches, à tes collègues, à tous celles et ceux que vous connaissez, écoutez, vous êtes des gens formidables. Alors vous êtes important dans la société, la société aussi a besoin de votre implication, de vos talents, de votre participation individuelle au collectif. Venez participer, ne restez pas à l'écart, vous êtes la vraie richesse de notre société. Alors pourquoi nous sommes justement rendus à ce stade pour rappeler chacun de nous qu'il est formidable? Et qu'est-ce qui a fait de nous, ou d'une grande partie de nous, que nous sommes devenus le contraire de ce contenu? Je vous rappelle, chers auditeurs, chères auditrices, simplement et sans vous donner justement une explication que le contraire du mot formidable, c'est médiocre, lamentable, insignifiant. Maintenant, est-ce que l'individu ou certaines parties de notre population au Québec est devenue insignifiante, sans intérêt aucun, négligeable, au point que des organismes, des militants se regroupent chaque année pour lui en venir en aide? Alors, mais on ne parle pas d'une centaine de personnes, mais plutôt de milliers de personnes. Venir leur dire qu'ils sont formidables, je ne suis pas tout à fait certain que ce vaccin ou cette phrase va leur guérir ou bien changer leur situation en quoi que ce soit. Alors, la campagne, par exemple, de 2009-2014 était intitulée « Être bien dans sa tête, ça regarde tout le monde ». Effectivement, ce problème de santé mentale qui se multiplie dans notre société québécoise va nous regarder, ou je me demande si nous n'avons pas une certaine responsabilité envers ces gens-là. Alors, savez-vous que la semaine de santé mentale au Québec est à sa 72e année, autrement dit, la sonnette d'alarme est tirée depuis très longtemps déjà. Le résultat, constater aucune amélioration, mais plutôt une dégradation continuelle. Imaginez-vous, le problème est présenté depuis plus qu'un demi-siècle sans être contrôlé d'une manière ou d'une autre. Il y a visiblement très peu de soucis, ou presque pas, au niveau politique vis-à-vis à cette situation qui est en chute libre. Alors maintenant, la Semaine nationale de la santé mentale est équivalent ici d'une alerte nationale, une voix de plusieurs groupes qui se lèvent chaque année pour nous rappeler qu'on a un problème, et un problème de taille. Il s'agit de notre santé mentale. Il y a apparemment aussi une aggravation des problèmes de santé mentale dans notre société québécoise, et le nombre d'organismes qui œuvrent dans ces milieux continuellement afin de sensibiliser le gouvernement d'abord, la population de cette problématique ne cesse malheureusement d'augmenter. L'ensemble, je dis bien, de ces organismes atteint facilement les 450 associations. Qu'est-ce qui est fait justement que ce phénomène dégrade, s'échappe royalement à toute surveillance? Y a-t-il une négligence volontaire ou involontaire quelque part que nous avons de la difficulté à détecter? Alors nous sommes en 2013, la détresse, l'angoisse et le désarroi chez les Québécois frappent chaque jour davantage. La santé mentale en général des Québécoises et Québécois est rendue à ce point culminant. Le stress n'épargne personne, l'insécurité est généralisée. Alors le nombre de personnes atteintes de troubles de santé mentale ne cesse d'augmenter pour que la thématique de la campagne elle-même tourne autour d'une phrase: est-ce que tu sais que tu es formidable? Derrière cette phrase, remède soi-disant, il y a une détresse. On a plutôt l'air d'aller au fond d'un puits, secourir quelqu'un pour le ramener à la surface, à la vie. J'ai bien dit, nous sommes en 2013 et dans une société soi-disant exemplaire comme la nôtre, la perte de l'estime de soi ne cesse d'augmenter dans la population. Pourquoi? Alors, qu'est-ce qui a fait aussi, ou qu'est-ce qui fait que de plus en plus des gens souffrent de maladies mentales ou carrément perdent la tête au Québec? Qu'est-ce qui fait que des enfants, des parents, des grands-parents, des travailleurs, pour ne citer que cela, soient pris dans ce piège? Alors voilà pourquoi nous sommes obligés de s'arrêter une seconde fois le temps de notre émission et de se questionner sérieusement sur ce problème.
puisque tout le monde est d'avis de voir dans ce phénomène une destruction profonde et graduelle de notre société de l'intérieur. Autrement dit, par la force des choses, le désastre va submerger à un moment donné et le problème sera encore plus grave. Une chose est certaine, semble-t-il que nos gouvernements, en particulier, n'ont jamais pris au sérieux la gravité de cette situation, ce qui expliquera l'aboutissement à cette fin tragique. Alors, perte d'identité et de l'estime de soi, et on comprend plus rapidement aussi pourquoi, malgré la prise de conscience, les efforts de tous ces organismes qui témoignent leur inquiétude envers ce phénomène et qui tentent en permanence de venir en aide aux victimes, la situation semble en perte de contrôle. Alors maintenant, est-ce que le système public, à son tour, échappe à tout contrôle pour être derrière ce désastre? C'est la question qui nous revient ce matin. Nous avons demandé à notre collègue Madame Chantal Minou d'interroger le président du Collège des médecins, le docteur Charles Bernard, autour de cette question, et nous avons invité, je suis pas encore certain qu'on arrivera à passer ce témoignage, et le plus important, c'est que nous avons aussi invité M. Daniel Latulippe, il est directeur général du Raccord en santé mentale de Montréal. Alors, il est venu à son tour, à l'occasion justement de cette semaine nationale de la santé mentale, il va nous parler de la mission de son organisme et des enjeux qui suivent. D'où vient-il le problème réellement, s'il y aura un espoir et de le stopper à un moment donné. Alors, nous avons également sur le plateau une mère et sa fille et sa sœur aussi, ils sont 3 personnes qui ont souhaité participer à cette émission. Leur témoignage ne dévoile peut-être, ne dévoilera peut-être un facteur déclencheur de la santé mentale. Je vous rappelle, à titre d'exemple simplement, que la dépression, l'anxiété, la panique, la tentative de suicide, solitude, si vous êtes par exemple indifférent et vous n'exprimez pas votre joie ou votre tristesse, si vous pleurez assez ou moins assez, si vous aimez pas par exemple les couleurs ou la lumière ou le bruit, si vous aimez votre enfant d'une manière attachante, si vous le protégez un peu trop, alors il y a tout un nouveau dictionnaire pour vous déclarer, si c'est nécessaire, que vous avez un problème de santé mentale. Alors, nous n'avons apparemment presque pas besoin d'un spécialiste pour vous attribuer ce problème de santé mentale, mais une fois ce diagnostic tombe sur vous, par défaut, justement, est-ce que votre santé mentale peut être atteinte réellement? Qu'est-ce qui nous amène à ce nombre trop élevé de personnes souffrantes de santé mentale au Québec? Alors, voilà, donc au micro, avec vous ce matin, Hadj Zitouni, porte-parole du mouvement Action Justice, un organisme qui fait, soi-disant, la surveillance civile de nos institutions judiciaires, afin de prévenir et dénoncer l'abus de pouvoir. Restez à l'écoute, chères auditrices, chers auditeurs, après notre thème musical. Madame Chantal Minou questionnera pour nous le docteur Charles Bernard, président des collèges des médecins, et cet ordre qui veille justement sur la protection de la santé du Québec. Je vous avise qu'il s'agit d'une conversation téléphonique de qualité moins bonne et que je ne suis pas encore certain qu'on va la passer dans quelques minutes, mais ce qui nous intéresse, c'est le contenu de la discussion. Alors, je vous réinvite de demeurer à l'écoute. Vous êtes sur les ondes de Radio Centre-Ville, 102.3 FM. Restez à l'écoute. C'est une émission formidable sur les problèmes de société où des héros et des minables vous parlent en toute liberté. Sont-ils victimes? Sont-ils coupables? Ce soir, voici pour commencer quelques racketteurs redoutables qui font la sortie des lycées. Ils vont pour vous se mettre à table à condition d'être masqués. Un témoignage inoubliable, un grand moment de vérité. Ce soir, après la roue de la fortune, les racketteurs sont à la lune. C'est une émission fantastique. Vous avez un rôle à jouer, un rôle moral, un rôle civique, pour nous aider à retrouver tous ceux dont on est sans nouvelles,
soir, je vous lance un appel, vous seul pouvez nous renseigner. Dans quel bas-fond la malheureuse a-t-elle un jour pu s'égarer? À quelle manœuvre très douteuse a-t-elle fini par se livrer? Ce soir, après la roue de la fortune, la main de ma sœur est à la lune. C'est une émission fracassante sur les tréfonds de la société, une tranche de vie saignante que vous ne pouvez pas manquer. Un homme qui a payé sa dette, 20 ans de prison méritée, reconstituera en direct le crime qu'il a perpétré. Tout ce qui se passait dans sa tête, combien de fric il a touché en appuyant sur la gâchette pour refroidir un député. Ce soir, après la roue de la fortune, les assassins sont à la lune. C'est une série faramineuse de grands débats télévisés, de controverses fabuleuses, de face à face sans pitié. Entre qui saigne et qui charcute, entre bourreau et torturé, entre un ripou et une pute, un délateur, un dénoncé, entre un para et un félouse, entre un violeur et des violés, et puis, comme une apothéose, entre SS et déportés. Ce soir, après la roue de la fortune, un bath obscène est à la lune. Alors voilà, donc rebonjour chères auditrices, chers auditeurs, vous êtes en direct sur les ondes de Radio Centre-Ville 102.3 FM avec votre émission du mouvement Action Justice, une émission consacrée exclusivement à dénoncer les abus de pouvoir et les injustices dans notre société contemporaine. Et comme je l'avais averti, donc on va attendre un petit peu pour écouter l'entrevue de Madame Chantal Minot avec le président du Collège des médecins. Et avant d'aller justement de cette étape-là, j'ai devant moi, comme je l'avais bien présenté, j'ai Sonia, j'ai toute une famille devant moi. J'ai Sonia qui est sa maman et c'est sa sœur, ok? Alors j'aimerais bien écouter un petit peu, on va écouter leur histoire attentivement et après ça, on cédera la parole à Monsieur Daniel Latulippe. D'ailleurs, merci d'accepter notre invitation, Monsieur Daniel Latulippe, d'être là. Mesdames, je vous remercie énormément d'avoir accepté notre invitation, à votre tour aussi. Alors je commence directement avec Sonia parce que vous êtes la mère. Hein? Okay. Alors vous nous avez appelé parce que vous avez écouté la dernière émission, je ne me trompe pas, oui. Et vous avez vu comme quoi il y a un rapport entre santé mentale et on parle de DPJ, institution du gouvernement, et vous vous sentez ciblé. Est-ce que c'est exact? C'est ça. Alors qu'est-ce que vous nous dites dans votre histoire, un résumé? Qu'est-ce qui est arrivé, madame, dans votre cas, que vous êtes ciblé? Ben, moi, dans le fond, c'est parce qu'au début, quand la DPJ est rentrée dans mon cas... Il y a un problème de DPJ, c'est ça? C'est ça. Oui. Au début, ils m'ont enlevé mon enfant pour violence conjugale, mon plus vieux. Et puis... Alors, vous avez 2 enfants, et le premier, ils l'ont enlevé? C'est ça. Depuis combien ils l'ont enlevé? Depuis un temps? Ils l'ont enlevé en juillet 2011. 2011, bravo. Et puis, ma sœur a tenté de pouvoir l'avoir chez elle, ce qui a été refusé. Le plus vieux? Oui, le plus vieux. Mais explique-nous pourquoi ils l'ont enlevé, votre fils, madame? Parce que je subissais de la violence conjugale avec mon ancien conjoint, qui est le père de l'enfant. Oui. Et puis, il avait demandé à mes parents de signer des papiers comme de quoi que si, admettons, le conjoint violent, il arrivait de quoi à l'enfant à cause de lui. La sécurité, bien sûr, oui. Qu'elle se rendait responsable des actes de mon conjoint, ce que ma mère n'a pas accepté de signer. Oui. Mais vous comprenez s'il y avait est-ce qu'il y avait réellement, et je pense que oui, un conflit conjugal et l'enfant était là et ça risque pas d'avoir un problème?
Oui, à ce moment-là. Vous êtes d'accord? Alors, l'action qu'ils ont fait, la DPJ, pour protection, prévention, je pense qu'ils ont un bon acte, ils ont fait. Oui, à ce moment-là, je comprenais, mais c'est que maintenant, ça fait 1 an que je suis plus avec ce conjoint-là. OK, c'est bien. Alors, vous êtes, l'enfant est placé, à la DPJ. Après ça, vous êtes séparés du père. Oui. Alors, vous êtes en train de nous dire aujourd'hui que le problème ne se pose plus. Non, c'est ça. Le problème, il est plus là depuis 1 an. Okay. Mais eux autres, aujourd'hui, se défendent sur un problème que j'aurais, qui est le trouble de personnalité limite. Ils vous reprochent... Oui, d'avoir un trouble émotionnel. Mais il faut juste situer un petit peu le deuxième problème parce que, chère auditrice, chère auditeur, madame, la DPJ, ils ont enlevé l'enfant d'ailleurs avec raison, si je ne me trompe pas, parce que vous citez comme quoi il y avait quand même un conflit conjugal un peu sérieux. Oui. Mais alors l'enfant est placé, le premier enfant est placé. Après ça... Après ça, quand que je me suis séparée... Vous êtes séparée de votre mari ou de votre conjoint, si ils vous voulez. n'ont pas voulu augmenter les visites. Moi, j'ai fait les thérapies qu'ils m'ont demandé. Ils vous ont empêché de voir l'enfant? Non, sauf qu'ils me permettent de le voir que 1 heure ou 2 semaines, le C'est plus parfait, vieux. OK. Et puis, ça depuis presque 2 ans maintenant, parce qu'en juillet, ça va faire 2 ans. Et puis... Alors, après cette situation-là, vous êtes retombée enceinte avec un autre homme? Oui. C'est ça? Et vous m'avez dit hors les ondes comme quoi vous avez caché votre grossesse. Oui. Pourquoi vous l'avez caché, votre grossesse? Ben parce que j'avais peur qu'il arrive ce qui est arrivé, qu'il me l'enlève en naissance. Vous paniquez? C'est ça. Vous étiez insécure, c'est ça? C'est ça. Puis quand que je leur demandais de me dire qu'est-ce qu'ils avaient l'intention de faire, ben ils pouvaient rien me dire, c'était confidentiel, l'enfant était pas encore né. OK. Mais ils savaient que parce que là, je comprends pas. Vous dites que vous avez caché votre grossesse, et alors comment ils ont pu savoir? À la fin de la grossesse, là, quand que j'étais à la veille d'aller à l'hôpital à cause que j'étais Elle s'est constatée, OK. Là, elle l'a constaté. Ils sont rentrés dans le décor? Ben, il était déjà dans le décor à cause de mon plus vieux. À cause de l'enfant, oui. Fait que quand que j'allais aux visites supervisées de mon plus vieux, ben, de semaine en semaine, j'engraissais. Fait que... Je comprends. Alors, à la naissance, ils sont venus à l'hôpital, et oui. pac, ils l'ont pris. Oui. À la naissance, j'ai accouché le samedi, puis le dimanche, le médecin est venu, il nous a dit que j'avais mon congé avec le bébé. Oui. Sauf que, par exemple, il fallait que j'attende l'intervenante de la DPJ pour qu'elle évalue ma situation. OK. Fait qu'elle dit, inquiétez-vous pas, tout va bien aller, le bébé va bien, maman va bien, vous l'allaitez, il y a un filet familial. Bon, le lundi, la madame de la DPJ arrive. Puis elle dit comme de quoi qu'elle vient chercher l'enfant, que OK. l'enfant s'en va en famille d'accueil. À l'hôpital, ça, hein? Oui. OK, vous n'avez pas encore quitté l'hôpital? Non, c'est ça, parce OK. qu'il faut l'attendre, cette madame-là. Oui. Quand la madame elle m'a dit qu'il fallait qu'elle ait le petit, j'ai dit, ben là, je suis en train de l'allaiter, est-ce que je pourrais au moins finir de l'allaiter? Non, madame, c'est tout de suite, là. Elle l'a arraché de... Oui, elle l'a arraché de son boire, et puis elle a dit, le petit, il s'en va en famille d'accueil. OK, c'est clair. Maintenant, la mère, vous êtes... est-ce qu'elle vit avec vous, votre fille? Oui, elle vit avec nous depuis 1 an. Oui. Et puis, toujours avec moi, de toute façon. Oui. Et puis, c'est ça, là, ça va quand même très bien à la maison. Oui. Et il n'y avait pas de souci, par exemple, que l'enfant sera maltraité? Ou Non. Ouais. J'ai même aussi été au poste de police pour avoir des lettres comme quoi qu'on était des bons citoyens, qu'on n'avait pas de dossier, rien. Oui. Alors, madame, je comprends bien, mais vous, Sonia, est-ce que vous étiez allée à la justice pour demander, écoutez, là, moi, je suis devenue, c'est plus, le problème était en arrière de moi, je ne vis plus avec quelqu'un qui présente, c'est un problème pour l'enfant, la situation a changé totalement, maintenant je viens d'avoir un enfant, et normalement, je ne vois mal pourquoi vous allez m'enlever mon enfant. J'ai tenté de parler avec Madame Carrière de ça. Madame Carrière, à toutes les fois, essaie de changer de conversation, dit que c'est pas le moment de parler de ça. Okay. Puis quand que j'ai dit justement que j'ai plus la même situation, que maintenant je suis stable, que j'ai fait les choses qu'elle m'a dit, elle me dit que j'ai pas eu de violence conjugale du conjoint, que j'étais dépendante affective, qu'il fallait que j'y aille faire des thérapies de drogue quand elle m'a fait passer des pistes tests, puis c'était négatif. OK, excellent.
Et c'est important, excusez-moi, bonjour. Bonjour, c'est important Chantal. qu'elle précise qu'elle consomme pas non plus. Oui, mais c'est bien parce que là, elle nous parle un petit peu de comportement affectif. C'est-à-dire, ils vous ont dit que vous avez un problème de comportement affectif. Oui, la travailleuse sociale a décidé qu'elle, moi, C'est pas un spécialiste de la santé, c'est vraiment la travailleuse sociale qui est un cas une agente de relations humaines. Oui. Si vous me permettez, c'est important de préciser aussi qu'ils disent qu'elle a des problèmes émotionnels après qu'il lui ait enlevé son bébé naissant qu'elle allaitait 2 jours après la naissance. Ça, oui, elle nous a dit ça. Oui, mais oubliez pas que la dépression postpartum, c'est ça que je voulais en venir. Souvent, après la naissance, les mères ont besoin de support. Tout à fait. Alors, j'aimerais bien maintenant revenir, je vous laisse 2 secondes, je reviens à votre sœur, la sœur de Sonia. Vous avez 21 ans, et vous avez manifesté votre volonté d'aller vraiment demander la garde de cet enfant-là, le premier qui est placé. Oui. Pourquoi vous êtes allé avoir ce souci d'aller vraiment garder, parce que c'est le bébé de votre sœur ou quoi? Oui, puis je voulais qu'il reste... c'est sa famille. C'est ça, je voulais qu'il reste dans la famille et non dans une famille d'accueil. Alors, il faut expliquer aussi que vous habitez toute seule, avec votre conjoint, vous avez un appartement, et vous avez même engagé un avocat dans ce sens-là. Oui. Et vous avez même réservé une chambre, vous avez acheté des affaires pour le bébé, vous avez tout fait, et votre demande elle a abouti à quoi? Non, en fait, c'est ça. Là, j'ai engagé l'avocate qui a été référée par l'avocat de l'enfant, Maître Dubreuil. Puis, donc, c'est à ce moment-là que j'ai rentré dans le dossier pour avoir la garde. Et puis, madame de la DPJ, madame... vous n'êtes pas besoin de citer le nom, c'est correct. Ah, OK. Oui. Bon, mais madame de la DPJ m'a demandé de faire une chambre pour l'enfant et de m'occuper à réserver tout de suite la garderie, parce qu'on passait à peu près une semaine après en cours pour savoir qu'est-ce qu'il en était. Ce que j'ai fait, et même que la madame de la DPJ est venue chez moi visiter les lieux où allait habiter l'enfant. Elle m'a dit qu'il serait très bien avec vous. Ah, c'est très bien. Alors, vous avez investi quand même tout un budget pour cet enfant, l'arrivée de l'enfant. Oui, j'ai investi pour peinturer la chambre, une basinette nouvelle, tous les trucs nécessaires pour un enfant. J'ai même tout de suite réservé la garderie. Ah, my God. Et psychiquement, vous êtes aussi ouverte. Vous avez préparé une place à l'arrivée de l'enfant, si je ne me trompe pas. Oui. C'est ça, exactement. Et finalement, ils ont refusé cette... Finalement, on passe en cours, puis mon avocate, elle me dit qu'il allait s'entendre entre avocats et que j'avais pas besoin de me présenter. OK. Fait qu'à la sortie de mon avocate, quand ils ont sorti de la cour, je lui ai demandé puis qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je vais avoir l'enfant? Elle dit non, ça n'a pas bien été, puis je vais t'envoyer ça par lettre chez vous. Elle ne vous a pas expliqué pourquoi? Non, elle m'a pas expliqué. Vous l'avez engagée et elle ne vous a jamais expliqué pourquoi? Non. 1 mois après, elle vous a envoyé une lettre? Oui, 1 mois après, j'ai reçu la lettre, puis la lettre, ça me disait que c'est parce que je m'avais confié à ma sœur, puis que ça pourrait être dangereux pour le bien de l'enfant, que je me reconfie encore à ma sœur. OK. Voilà, c'est bon. Alors, je reviens. Oui, vous me permettez, je vous en prie. Juste par rapport à ça, si les gens, on n'a jamais parlé jusqu'à présent, mais ça serait important que les gens consultent sur Internet le manuel de référence sur la protection de la jeunesse. C'est comme la doctrine, hein, c'est comme tout ce qui la loi expliquée, qu'est-ce qui sous-tend tous les articles de loi. La direction de la protection de la jeunesse traduit souvent à leur façon, mais il y a une raison d'être derrière chaque article. Et je voudrais juste prendre peut-être 2 petites minutes pour rappeler c'est bien. La primauté. Écoutez, je lis mot pour mot, hein, c'est la fiche 3.3, la page 310, là. C'est il y a vraiment, il y a 9 grands principes qui guident la loi de la protection de la jeunesse, puis j'aimerais ça les rappeler à tout le monde, même de la province du Québec et à la direction de la protection de la jeunesse. Le premier, c'est l'intérêt de l'enfant et le respect de ses droits. Okay? Le deuxième, c'est vraiment par priorité. Deuxième, la primauté de la responsabilité parentale. 3. La participation active de l'enfant et de ses parents. 4. Le maintien de l'enfant dans son milieu familial, avant tout. 5. La continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie de l'enfant lorsque l'enfant est retiré de son milieu familial. Ça, c'est après. 6. L'implication de la communauté, ce qui veut dire le privé, les communautaires et tout le monde. Le respect des personnes et de leurs droits. 8. L'importance d'agir avec diligence. Et 9. La prise en considération des caractéristiques des communautés, que ce soit culturelles ou autochtones ou autres. Et le dernier point que je voudrais ramener, c'est l'article 4 de la protection de la jeunesse. Je trouve ça important de le nommer. Qui dit toute
les décisions prises au sujet de l'enfant en vertu de la loi de la protection de la jeunesse doivent favoriser son maintien dans le milieu familial. Dans cette perspective, l'application des mesures de protection immédiate doit d'abord viser le maintien de l'enfant auprès de ses parents. Oui. À cet égard, OK, ils disent vraiment, là, il y a la première place, c'est les parents. Puis même s'ils disent, je vais vous résumer, s'il y a compromission, c'est pas une raison d'enlever l'enfant. Ils disent, il faut supporter les parents. Oui. Et le deuxième, c'est la famille élargie. Les grands-parents en premier et la famille élargie après. Et en dernier, les familles d'accueil sans de réadaptation. Oui. Mais c'est pas ça qui se passe, pas ça qu'on voit. C'est pas là. Non, ça, pas du tout. Alors moi, j'aimerais juste, parce que puisque nous sommes dans la santé, la semaine de la santé mentale, ils vous reprochent comme quoi vous avez émotionnel, vous êtes affectif. Est-ce que c'est vrai ou comment vous sentez-vous Ben moi, je trouve pas que je suis dépendante affective comme ils disent de mon ancien conjoint. Je pense que si je restais avec, c'était parce que j'étais sur l'emprise de la menace de la violence. Oui. Fait que, mais présentement... Non, mais ça, je veux savoir, est-ce que vous avez consulté un psychologue, un psychiatre pour vous vraiment déterminer réellement que vous n'avez pas ce problème-là? Plutôt, je peux vous poser la question autrement. Est-ce que tu me permets, parce que madame, elle a un vécu difficile, fait, j'aimerais ça. Est-ce que vous n'avez parlé, parce que je suis arrivée un petit peu après. Oui. Écoutez, à 7 ans, elle a été prise par la protection. Non, mais par la protection de la jeunesse. Elle a été oui. Parce que si elle avait dénoncé un abus sexuel, imaginez. Oui. On l'a enlevé à ses parents, parce que ses parents l'ont supporté. Et attendez, on l'a bourré de médicaments, contention chimique de 7 ans jusqu'à 18 ans, même injection de force à l'adolescence dans les centres jeunesse. Elle a vécu combien de temps dans la centre? Jusqu'à 18 ans. Okay. Écoutez, donc c'est sûr qu'elle a un dossier médical qui a été créé de toutes pièces par la protection de la jeunesse et par les pédopsychiatres, dont le Dr Gilles Pelletier à l'hôpital Sainte-Justine, le même pédopsychiatre que j'ai dénoncé il y a 14 ans. Écoutez, c'est pour ça que je me suis permis d'intervenir. Mais ça, je suis en train de me dire que réellement, parce que je la vois devant moi, je parle avec elle, je ne vois pas de symptômes de quelqu'un qui a un problème réel. On va questionner M. Latulippe après, mais comment les gens, la DPJ par exemple, ça veut en train de me dire que c'est un dossier qui le suit après des années, c'est ça? Combien d'autres? Bientôt, enfants de la DPJ. Écoutez, je trouve ça scandaleux, premièrement, qu'on l'ait enlevé de sa famille parce qu'elle a dénoncé un abus sexuel d'un oncle. Premièrement, mais qu'on l'ait médicamenté suite à sa réaction de séparation. Je trouve ça encore plus épouvantable, mais c'est ça qu'on fait à plusieurs enfants. Et je pense que c'est à dénoncer, c'est inacceptable. Mais ce que je comprends aussi, c'est qu'elle ne peut pas avoir à faire une famille, fondre une famille. C'est ça que je comprends. Non, elle n'a plus le droit. Ben écoutez, comme c'est parti là, c'est comme si elle n'avait pas le droit de vie. Elle n'a pas le droit parce que c'est la DPJ qui ont décidé ainsi, c'est ça? Elle vaut rien, puis elle n'a pas le droit d'avoir des enfants. Puis... Madame, vous êtes la mère de Sonia. Oui. Et pouvez-vous nous dire comment vous voyez le comportement de votre fille à la maison quand elle a eu le deuxième enfant? Et pourquoi déjà, si elle savait réellement qu'elle avait peur de son enfant, pourquoi elle était tombée enceinte une deuxième fois? OK, c'était un accident qu'elle a tombé enceinte une deuxième fois. OK. Mais elle n'était pas capable de se faire avorter parce qu'elle n'était pas pour ça, l'avortement. OK. Elle souhaitait bien garder l'enfant et s'en occuper parce qu'elle sait qu'elle est capable puis qu'on était là aussi pour la supporter. Oui, mais elle a caché la grossesse. Là, vous êtes consciente qu'elle a caché la grossesse? Oui, mais... Si elle a caché la grossesse, ça veut dire que... Autrement dit, ça veut dire qu'elle savait que cet enfant-là, il va être enlevé par la DPJ. Ben, elle avait des doutes, mais on pensait jamais que c'est revenu jusqu'à là. Oui. Écoutez, elle est quand même apte à faire ses choses, elle a un véhicule, elle s'occupe bien de ses choses, elle fait son budget personnel, elle va voir les enfants, son enfant régulièrement, elle manque jamais de visite. Oui. La DPJ les cancelle sans la viser, puis elle se rend là pour rien, puis elle y va pareil, puis elle revient. Il faut qu'elle soit très forte. C'est une femme très forte. Excusez-moi, là-dessus, j'aimerais ça me permettre, parce que là, je trouve que ça paraît mal pour madame, parce qu'elle a caché sa grossesse, mais c'est pareil pour tous les enfants de la DPJ. Elle n'est pas la seule. Hein? Non, il y en a plusieurs. Et là, on les met comme si c'était eux autres qui n'étaient pas corrects parce qu'ils ont caché, mais ils ont caché parce qu'ils ont peur, parce qu'ils n'ont plus le droit de vie. Ils sont étiquetés depuis qu'ils sont enfants. Ils n'ont pas le droit de réussir, ils n'ont pas le droit d'avoir d'enfants. C'est scandaleux, mais puis c'est les plus démunis de notre société là, qu'on ignore et que personne ne s'occupe. Ils n'ont aucune chance, je veux dire. Oui. Non, pas du tout. Oui. Maintenant, ce que j'aimerais bien comprendre, madame, la mère de Sonia, c'est que Sonia, elle est vraiment bien entourée. Hein. Vous êtes la mère, vous êtes là, vous êtes même prête pour
pour l'encadrer s'il fallait. Sa sœur aussi, alors sa sœur elle pleure aussi. Non, mais il faut être un petit peu forte. Alors un petit peu forte. Alors je vois que sa sœur elle travaille, c'est une personne qu'elle a son conjoint, elle a sa famille, et elle était même allée au-delà de ça, elle a demandé la garde. Alors vous trouvez, je poserai la question à la sœur, je vois que vous pleurez présentement. Est-ce que vous pensez le fait de ne pas vous donner cette chance-là de garder, de s'occuper de l'enfant de votre sœur, ça vous choque et ça vous énerve, quoi? Oui, puis je trouve que ça me donne la peur d'avoir des enfants plus éventuels. Vous-même. Oui. C'est le sentiment que vous avez maintenant. Oui. Vous êtes insécure, c'est ça? Oui. Alors, on va juste fermer cette parenthèse-là. J'aimerais bien revenir avec nous. Il y a Monsieur Daniel Latulippe, qui est directeur adjoint du corps, c'est ça, le record. Et j'aimerais bien, peut-être avant de poser la question, justement, vous avez entendu un peu l'histoire de ces 3 femmes qui sont en face de vous. D'abord, j'aimerais bien savoir pourquoi record. Le RACOR, c'est le réseau des organismes communautaires en santé mentale de l'île de Montréal. Oui. Donc, je suis le directeur d'un organisme qui regroupe des organismes. Exact. Donc, on ne donne pas de service direct à la population. Par contre, j'ai été intervenant pendant de nombreuses années et dans le poste que j'occupe actuellement, je suis très proche on est très proche de tous les politiques gouvernementales. On est informé de ça. Ouais. Et l'histoire que je viens d'entendre rentre tout à fait en contradiction avec les orientations du plan d'action en santé mentale. Ouais. Le plan d'action en santé mentale parle du rétablissement. Alors, le rétablissement, c'est la suite d'une autre politique gouvernementale où on parlait d'empowerment, de reprendre du pouvoir sur sa vie. Et l'ultime pouvoir qu'on reprend sur sa vie, c'est au moment où on se rétablit, c'est-à-dire que quand on a vécu des situations difficiles, des situations catastrophiques par moment ou chaotiques par moment, que ce soit par exemple de vivre un cancer, que ce soit de vivre une situation de trouble de santé mentale majeur où on perd un peu la carte, là. Ces situations-là, quelqu'un qui dans la philosophie du rétablissement, dans les objectifs du plan d'action du rétablissement, c'est que la personne réussit à réintégrer cette expérience-là dans sa vie et à organiser sa vie et à continuer sa vie. Alors donc, comme on disait tantôt, là, c'est justement reprendre le contrôle de sa vie, avoir à nouveau des espoirs, avoir à nouveau des projets. Malheureusement, dans notre société, il y a encore énormément de stigmatisation. Exact. On a justement, dans la semaine de la santé mentale, beaucoup parlé de ça. Hier encore, il y avait un colloque sur le sujet, un colloque important, et on se rend compte que la stigmatisation est un poids très important, très lourd. Alors, il y a plusieurs exemples. Un exemple particulièrement, peut-être que vous l'avez entendu, quelqu'un se présente à l'hôpital avec un problème de santé mentale, il va être hospitalisé à l'urgence éventuellement, tout ça. La même personne se présente à l'hôpital avec un problème de, je sais pas, un mal physique, là, et si la personne qui fait le triage à l'urgence constate que la personne a un dossier de santé mentale, on l'envoie tout de suite à l'urgence psychiatrique sans tenir compte. C'est arrivé fréquemment. Je ne dis pas que c'est systématique, mais ça arrive fréquemment. Et dans le colloque, on donnait 3-4 exemples très récents encore de gens qui étaient là pour des problèmes de foie, pour des problèmes physiques. Puis on les envoyait en santé mentale. Après ça, on verra s'il y a un problème physique. Alors ça, c'est dramatique. D'ailleurs, on a aussi des études qui montrent que quelqu'un qui vit avec un problème de santé, un trouble de santé mentale, a plus de chances de mourir plus rapidement, a plus de maladies chroniques qui peuvent s'installer, etc., etc. Il y a quelque chose de systémique là-dedans, là, qui est relié beaucoup au stigma. Donc, à partir du moment, et c'est peut-être un peu ce qu'on entend dans cette histoire-ci, à partir du moment où la personne a vécu un problème de santé mentale, un trouble de santé mentale, sa crédibilité est affectée à jamais. À cause de l'aspect stigmatisation. Jamais effacer cette tâche noire. C'est dramatique. C'est dramatique. Ça prend énormément de démarches et c'est quelque chose qui est dans l'inconscient, on dirait. Et les personnes qui vivent le plus avec la stigmatisation, ceux qui font vivre le plus la stigmatisation, aussi étrange que ça puisse paraître, c'est les gens qui travaillent dans le milieu de la santé.
Un des endroits où il y a le plus de stigmatisation, c'est là. Dans le milieu de santé, oui. Oui, c'est dans le milieu de la santé. Alors, c'est sûr que dans les objectifs louable du plan d'action et ce qu'on constate dans l'histoire qu'on vient d'entendre, on voit là, qu'il y a une contradiction majeure et qu'on est en train, encore une fois, de créer plus de problèmes que d'en solutionner. Exactement. Oui. Donc, on peut penser à l'avenir des deux jeunes personnes qui viennent de nous parler, mais on peut penser aussi à l'avenir des deux enfants. Oui. Ces deux enfants-là rentrent dans un système dans lequel la création d'un lien affectif va être toujours menacée. Quelqu'un qui est en famille d'accueil, qui passe dans une autre famille d'accueil, qui revient, qui retourne un peu dans sa famille d'origine, possiblement, qui repart pour toutes sortes de raisons. Tout ça crée de l'instabilité. Et on sait, les études l'ont montré, que l'enfant, pour bien se développer, a besoin de créer des liens, a besoin d'avoir des liens affectifs dans lesquels il va se reconnaître et dans lesquels il va grandir. On va lui apprendre qui il est par le fait qu'on vit ensemble, on vit dans une communauté, on vit ensemble et la stabilité de ce lien-là est très important pour qu'à long terme, la personne finisse par se dire « Oui, j'existe, je suis reconnu par quelqu'un et cette personne-là va m'aimer, entre guillemets, inconditionnellement. » Si vous me permettez là-dessus, sans tenir compte de la richesse. Oui. C'est pas grave là, que ce soit un milieu plus pauvre, plus démuni. Non, je pense pas ça que non, mais parce que c'est ça que moi je vois avec la DPJ, c'est qu'on a des jugements, les plus démunis, puis même madame s'est fait dire qu'il serait mieux parce qu'il était plus riche. Et je trouve ça inacceptable. C'est pas l'affectivité, ça se mesure pas à la richesse. Mais une mère, elle se remplace pas. Non, pas du tout. Oui. Oui, c'est sûr que la création d'un lien affectif, ça dépend pas de la richesse du tout. On a juste à voir, je sais pas, probablement vous avez vu de nombreux documentaires où on va dans des communautés où les gens sont matériellement moins nantis que nous. Je pense à certains pays d'Afrique ou à certaines communautés amérindiennes ou à certains endroits où les gens ont une joie de vivre qui a rien à voir avec la richesse. Puis ils meurent de faim, puis ils ont une joie de vivre. Oui, c'est ça. Alors, c'est ça. La richesse, c'est pas une garantie d'éducation. Mais j'aimerais juste te dire, parce que vous avez écouté l'histoire de Sonia, et vous voyez, le fait de l'enlever, son enfant, le deuxième, ne sont loin de la protection de la santé mentale dans ce cas-là. Ça ne devient pas un facteur c'est un facteur de risque, moi je peux le dire. Clairement. Pour l'enfant et pour la mère. Voilà. Je pense que là, dans les décisions de la loi, là, parce que là, dans le fond, c'est un peu comme à l'aide sociale. Les gens qui travaillent à la DPJ sont pris entre deux situations. D'un côté, l'humain qui est devant eux avec l'évolution de cette personne-là, et de l'autre côté, la loi. Alors, dans ce milieu-là, il y a des gens qui sont capables d'appliquer ou de respecter l'esprit de la loi tout en tenant compte des humains, puis d'autres personnes qui sont peut-être plus axées sur je vais respecter la loi, puis peu importe les conséquences qu'il y aura, je sais qu'il y aura des conséquences, mais je me protège parce que la loi dit ça, puis là je vais l'appliquer intégralement parce que je veux pas qu'il m'arrive à rien. C'est important que je précise ici par contre que depuis le 20 septembre 2012, c'est une activité réservée aux psychoéducateurs et aux travailleurs sociaux. Ce n'est pas respecté, ils ont des droits acquis sans formation. Les raisons d'être, les critères qui ont fait ces activités réservées-là, c'était justement pour éviter les préjudices, parce que ça demandait des connaissances, plus que des préjugés, des connaissances précises, la formation continue, ça ne se fait pas. Je me demande si le gouvernement, à un moment donné, va faire quelque chose pour que ce soit réellement applicable, parce que c'est ça, le risque. On a eu un témoignage à une autre émission, il a dit, dès qu'il y a eu une travailleuse sociale formée, ça a pris 5 minutes, elle a évalué, avait l'expertise, mais quand quelqu'un l'a pas, ça peut être très dangereux. Exact. Alors, Chantal, si vous me permettez, juste, on va faire une petite pause musicale et on va revenir sur la santé mentale, la semaine de la santé mentale avec Monsieur Daniel Latulippe. Restez à l'écoute.
rappelle hier. Prends le seul diamant dans ma tête, il est pour toi. Je promets que la journée qui s'en vient est flambant nerveux. Je promets que la journée qui s'en vient est flambant nerveux. Je le connais bien, les chemins des plus lâches, mes bras désolés, un peu comme des chiens. Je promets que la journée qui s'en vient est flambant nerveux. Je promets que la journée qui s'en vient est flambant nerveux. Même si la fatigue voudrait que tu reviennes, je promets que la journée qui s'en vient est flambant nerveux. Je promets que la journée qui s'en vient est flambant nerveux. Nous avons l'outil, il manque la manière. Je promets que la journée qui s'en vient est flambant nerveux. Je promets que la journée qui s'en vient est flambant nerveux. Faut le moins de ton mieux, faut le moins davantage. Gave-moi de ton amour pour chimer l'univers. Je promets que la journée qui s'en vient est flambant nerveux. Je promets que la journée qui s'en vient est flambant nerveux. Et nous, la vie nous rend avec nos yeux qui s'habituent à la noirceur. Et nous, la vie nous rend avec nos plus beaux accidents. Je promets que la journée qui s'en vient est flambant nerveux. Je promets que la journée qui s'en vient est flambant nerveux. Bonjour chères auditrices, chers auditeurs, vous êtes toujours en direct sur les ondes de Radio Centre-Ville, 102.3 FM avec votre émission du mouvement Action Justice, une émission consacrée exclusivement à dénoncer les abus de pouvoir et les injustices de notre société contemporaine. Et nous sommes, on parle ce matin, une suite à la semaine de santé mentale. Et j'ai en face de moi monsieur Daniel Latulippe, directeur adjoint. Non? Directeur du Raccord, c'est ça? Oui. Du Raccord, donc, en santé mentale à Montréal. C'est exact. Alors, j'aimerais bien savoir, maintenant, pourquoi cette semaine de santé mentale? Ouais, on a créé il y a plusieurs années, comme vous le disiez tantôt, l'idée de créer des semaines sur des thématiques créer une semaine sur la thématique de la santé mentale. Avant, c'était peut-être même la maladie mentale. C'est ça, exactement. Alors, en santé mentale, il y a on peut voir ça sous deux volets. Il y a un volet qui parle des problèmes et des troubles de santé mentale. Donc, on essaie de sensibiliser la population à mieux comprendre ce que c'est que de vivre un problème de santé mentale ou de vivre avec un
troubles de santé mentale. Sur cet aspect-là, je pense qu'il y a eu énormément d'évolution. Là, depuis 3-4 ans, on entend de plus en plus des artistes dire « Ah, moi, j'ai vécu une dépression. Ah, moi, j'ai vécu des troubles de santé mentale. » Et on commence à voir, disons, c'est beaucoup plus facile d'en parler qu'avant. C'est moins tabou. C'est moins tabou. Oui. Par contre, comme je le disais tantôt, ça reste très stigmatisant. Un milieu d'artiste où quelqu'un a une carrière avec des hauts et des bas, etc., ça passe encore. Mais on est loin d'entendre un président de compagnie. C'est pas encore, on n'est pas rendu là. C'est pas grand public à tout vent. Alors que dans d'autres pays, il y a des pays où, je me rappelle là, d'avoir entendu dans un colloque un premier ministre, je me souviens plus c'était dans quel pays, c'était un pays scandinave où le premier ministre avait pris un congé de maladie et il avait dit qu'il faisait une dépression. Il était revenu quelques temps après et après ça, il a été en élection et il a été réélu. Accepté, oui. Donc là, on peut penser, enfin là, il y a peut-être beaucoup d'éléments. Ce qui n'est pas le cas ici au Québec. Je pense pas que si on disait qu'il y a un député qui vit un problème majeur de santé mentale, qui part et qui revient, je suis pas sûr là, que ça se vivrait aussi aisément que dans cet exemple-là. Alors, de ce point de vue-là, je pense que les troubles, les problèmes de santé mentale sont un peu mieux connus, les gens comprennent un peu mieux ce dont il est question, mais il reste énormément à faire pour changer les comportements puis pour intégrer ça dans la vie de tous les jours. L'autre aspect qui est très important et dont on parle moins et qui devrait être peut-être continuer à sensibiliser la population encore plus, c'est la question de faire la promotion de la santé mentale, de notre propre santé mentale. Alors ceux et celles qui sont en marge de la société parce qu'ils n'arrivent pas à trouver un emploi, ou ceux et celles qui sont présentement en emploi mais qui vivent des réorganisations, du stress, des gens là, que parfois je rencontre des gens là, qui ont une carte carte d'affaires avec deux recto verso différents. Là. C'est trop long tout ce qu'ils ont comme direction ou comme chose à faire. Là. Les gens qui vivent de l'instabilité au travail parce qu'on menace de fermer leur usine ou parce qu'on va délocaliser leur usine éventuellement dans 1 an, dans 5 ans, ça se parle, on n'est pas sûr, etc. L'insécurité, oui. Tous ces gens-là vivent avec des facteurs de risque au niveau de leur propre santé mentale. Et ça, je pense que le milieu du travail et la société, on a beaucoup à faire à développer différentes stratégies pour aider les gens à préserver un certain équilibre. La santé mentale, dans le fond, c'est de réussir à trouver un équilibre malgré les hauts et les bas qu'on vit, qui sont tout à fait normaux. Là. Je me rappelle Scott Peck dans un livre qui disait le chemin le moins fréquenté, puis la première phrase, il disait « La vie est difficile ». C'est vrai, la vie est difficile, là, se lever tous les jours, juste garder en mémoire tous les codes qu'on a pour notre carte, pour avoir accès à notre carte de crédit, les guichets d'accès, etc. Les gens qui ont pas accès à Internet aujourd'hui, là, c'est difficile, là. C'est pas, la vie est de plus en plus compliquée, c'est pas facile de s'organiser et de garder un certain équilibre à travers tout ça. Il y a écrit une suite à ça. Les gens du mensonge. Oui. Ça. C'est ça. Mais vous parlez, vous dites, monsieur Latulippe, la société, et je vois, vous avisez pas, vous désignez pas le gouvernement comme un facteur derrière tout ça. Des fois, nos amis du gouvernement font des gros efforts, mais je pense que c'est une question de société. La direction de la santé mentale au ministère a des programmes, tente de faire évoluer certaines mentalités. Je suis pas sûr qu'ils arrivent tout le temps. Mais dans la société, je pense qu'il y a quand même des courants de pensée maintenant où on voit les choses évoluer, les mentalités changer un peu. C'est sûr que le milieu communautaire, pour parler plus du milieu communautaire, on a quand même à peu près 90 organismes à Montréal. À la grandeur du Québec, on est proche de 500. 500 organismes qui interviennent sous de différentes façons et généralement, le milieu communautaire s'adresse plus particulièrement des gens qui ont peut-être moins de ressources financières. On doit savoir que le fait la pauvreté est un des facteurs qui peut expliquer énormément de problèmes de société. L'insécurité.
tout ce qui est relié à la pauvreté ça entraîne un stress important, s'organiser pour trouver à manger, s'organiser pour trouver un logement décent, s'organiser pour tenter de trouver un emploi, etc. Juste le transport, des fois on dit le transport à Montréal c'est facile, on prend l'autobus, etc. Mais c'est pas aussi facile. Quand ça coûte l'aller-retour $6-7 là, c'est peut-être pas si facile que ça. Il y a énormément de monde qui marche à Montréal, plus qu'on pense. Si vous me permettez, justement, en lien avec ça, puis ceux qui sont sur la DPJ, et écoutez, on dit que ça coûte cher, mais imaginez quand la DPJ fait par exprès pour que l'enfant habite à une autre ville, puis que les gens sont sur l'aide sociale. Imaginez quand les parents doivent se déplacer, les frais, écoutez, ils n'y arrivent pas, là, ils n'y arrivent pas. Il y en a qui sont obligés d'emprunter pour se déplacer, voir leurs enfants. Donc, pour le milieu communautaire essaie justement d'avoir des organismes, disons, de proximité. Sur l'île de Montréal, on a des organismes dans tout ce qu'on pourrait appeler les sous-régions, là. Donc, il y a des organismes de différents ordres. Ça peut être des centres de jour, des centres de soir. Il y a même des activités de fin de semaine. Il y a des organismes au niveau du retour au travail, supporter les gens aux études. Il y a des organismes plus spécialisés, par exemple, pour donner des alternatives à l'urgence, ce qu'on appelle des centres de crise, donc qui sont dans le milieu communautaire, donc les gens peuvent appeler puis avoir un service direct par rapport à ça. Il y a aussi des organismes qui travaillent au niveau de suivi dans la communauté. Alors, il y a des gens qui veulent pas être suivis par des psychiatres ou qui veulent pas être suivis par le réseau public. Pourquoi ils refusent, à votre avis? On l'a vu tantôt, un dossier en santé mentale, c'est pas toujours évident à vivre. Alors, on avait une étude il y a quelques années qui disait que 40% des gens qui fréquentaient le milieu communautaire avaient pas de lien avec le réseau de la santé. C'est-à-dire que c'est des gens qui reconnaissent vivre un problème de santé mentale, mais qui n'ont pas consulté nécessairement quelqu'un dans le réseau public. Ce qui ne veut pas dire qu'ils ne le feront jamais, parce que dans certaines situations, à un moment donné, je pense qu'il peut quand même y avoir au niveau de la psychiatrie de l'aide importante qui est amenée à certaines personnes à un moment. Le problème en santé mentale, pour les troubles de santé mentale, c'est qu'il y a toujours un lien entre le côté, entre guillemets, maladie et le côté, entre guillemets, social, identité sociale. Et c'est dans ces deux situations-là, on navigue. Et souvent, les gens vont se fier seulement à l'aspect maladie. Donc, j'ai un traitement, j'ai un médicament, donc ça va aller mieux à cause de ce médicament-là. Alors que, dans la réalité, le médicament, généralement, atténue les symptômes, permet à la personne de retrouver un certain équilibre, mais n'amène pas nécessairement des changements fondamentaux dans la vie de la personne. Ça ne développe pas des habiletés. Non, ça ne développe pas des habiletés sociales. Ça donne juste un peu plus d'énergie, un peu plus de conscience pour peut-être pouvoir évoluer par rapport à ça. Et c'est sur cet aspect-là que le milieu communautaire est très important, parce que le milieu communautaire offre des possibilités de vivre des expériences dans un milieu de vie, rencontrer des gens, voir des gens qui vont nous comprendre parce qu'ils ont vécu un peu la même chose, et ça permet à des gens des fois de faire une transition excusez-moi, pour aller plus loin, et dans d'autres cas, ça permet à des gens simplement de recréer un réseau social puis de trouver un équilibre à travers tout ça. Et c'est ça qui explique la multiplication des organismes qui... Oui, contrairement à d'autres milieux peut-être communautaires, le milieu de la santé mentale, c'est beaucoup développé dans les années 80, au moment où on a créé la désinstitutionnalisation. Donc, on a fermé beaucoup de lits en psychiatrie. Une partie de cet argent-là a été pour la création de services du réseau public, puis une partie a été pour la création d'organismes communautaires qui voulaient offrir des alternatives à la psychiatrie. Alors, beaucoup d'organismes sont nés à cette époque et ont été mis sur pied avec des philosophies, avec des modèles d'intervention qui étaient différents du réseau public. Et malheureusement, si vous vous rappelez, déjà à cette époque, il y avait ce qu'on appelait le déficit zéro. Oui, alors on sont toujours avec le... Oui, c'est ça. Et donc, dans le déficit zéro, au moment où on aurait pu vraiment établir un réseau communautaire beaucoup plus important, beaucoup mieux structuré, beaucoup plus développé, il y a une partie de l'argent qui s'est en allé dans le développement, dans le déficit zéro, et beaucoup de services n'ont jamais vu le jour. Et ce qu'on retrouve aujourd'hui, je pense qu'on pourrait peut-être faire le lien
lien avec ça. On retrouve beaucoup de gens aujourd'hui qui n'ont pas de service et qui soit vivent isolés chez eux ou se retrouvent sur la rue. Alors c'est ça qui explique aussi que après un demi-siècle, notre société recule devant ce phénomène-là? Est-ce qu'on recule? Je pense que les troubles de santé mentale ont des pourcentages assez, je dirais, assez constants avec le temps. On parle d'à peu près 20% de la population 20%, qui va vivre à un moment ou à un autre avec un problème ou un trouble de santé mentale. C'est énorme. Mais si vous me permettez, moi, je trouve qu'on en voit de plus en plus dans les rues. Dans mon secteur à Montréal-Nord, il n'y en avait pas avant. Ouais. Il y en a de plus en plus. Puis j'y reconnais, j'ai travaillé en psychiatrie, l'équipe SIM, et je trouve ça vraiment triste qu'on délaisse des gens qui ont besoin, on les voit. Mais j'entends vous parler des choses qui sont visibles. Moi, je parle des gens qui ne sont même pas visibles. Comme par exemple, regarde devant moi, elle est pour moi. Pourquoi cette femme-là, on va détecter comme quoi qu'elle a un problème de santé mentale, alors c'est... Non, mais je veux juste dire, parce qu'il disait que la hausse, c'est parce qu'il y a les statistiques, c'est une chose, mais dans la réalité, c'est autre chose. Elle est pire encore, parce qu'on le voit dans la réalité que ça... Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans la réalité, l'évolution des services et l'évolution de la façon d'intervenir auprès des gens, elle fait en sorte qu'à un moment donné, on échappe beaucoup de gens. Ouais. Si en chiffre, et en plus en chiffre constant, si la population augmente, ben les chiffres, eux autres aussi, augmentent. Alors avant, si on reporte dans les années 60 à 70, mettons, les gens qui vivaient avec des troubles de santé mentale importants, ils étaient, on les mettait à l'écart, on les mettait dans un asile. Ah, maintenant, c'est le contraire. Aujourd'hui, les orientations du ministère, c'est non, on doit diminuer le temps d'hospitalisation au minimum. On doit faire en sorte, bon, c'est pas tous les psychiatres qu'il faut, là, mais on travaille beaucoup à diminuer le temps d'hospitalisation. Mais ils sont laissés seuls dans la société. Et voilà. Et là où on arrive, on a créé, dans les 5 dernières années, le ministère a énormément investi, même les 7-8 dernières années, a beaucoup investi pour créer ce qu'on appelle les services de première ligne qui sont reliés au C3S, au Centre de santé et de services sociaux. Donc, tous les C3S du Québec devraient avoir, d'une manière ou d'une autre, une équipe de première ligne en santé mentale. Oui. Alors, c'est une autre belle réforme de notre gouvernement, mais où sont les services? Est-ce que ces équipes-là réussissent à aller chercher justement les gens qui vivent avec des troubles ou des problèmes de santé mentale? Est-ce qu'ils réussissent à créer des liens suffisants pour qu'à un moment donné, ils puissent aider ces personnes-là, etc., etc.? Je pourrais vous parler encore pendant 10 minutes de tous les enjeux. Si vous me permettez, j'aimerais ça, parce que l'interne. pour avoir travaillé dans une équipe SIM, autant j'ai du monde que je connais comme Albert Prévost qui sont sortis, on parle de réintégration, c'est le système qui dit l'empowerment, il y a toutes des belles choses décrites, mais dans le concret, quand on voit que comme l'hôpital Sacré-Cœur, un poste de cuisinier refuse une personne qui avait été acceptée juste quand elle a accès à son dossier médical parce c'est là qu'il a été suivi, c'est inacceptable. Et quand on voit dans les équipes SIM que des intervenants pensent qu'une personne ne réussira pas dans sa vie parce qu'elle est schizophrène, on se demande qu'est-ce qu'elle fait là. Voilà, Chantal, nous allons juste, si vous me permettez, de faire une pause publicitaire et on va revenir avec le reste de notre émission d'aujourd'hui. Alors restez à l'écoute, chers auditrices, chers auditeurs. Vous êtes sur les ondes de Radio Centre-Ville 102.3 FM. Si je m'ouvre et te laisse entrer, sauras-tu laisser saigner la plaie? Pourras-tu te laisser t'y noyer? Elle qui me saoule, toi qui m'enivre. Vous épanouir en découvrant les mythes d'une relation inoubliable. La conférence « Vivre une relation riche et durable » est ce dont vous avez besoin. Venez avec vos conjoints, parents, amis et proches. La conférence « Vivre une relation riche et durable » aura lieu au Centre communautaire Roussin à Montréal le vendredi 31 mai à 18h et sera présentée par Marie-Claude Mélissa Dubuisson. Achat des billets via le site relation-durable.eventbrite.ca. Tim Tim, bois sec. Vos enfants aiment se faire raconter de belles histoires? Amenez-les à la grande bibliothèque où l'écrivaine et conteuse haïtienne Marie-Célie Agnan anime une heure du conte en créole les dimanches de mai de 15h à 16h. Cric, crac,
crac! C'est gratuit, mais il est préférable de réserver en personne à la Grande Bibliothèque ou sur le site web à banq.qc.ca. L'heure du conte en créole à la Grande Bibliothèque pour toute la famille. Tous les dimanches de mai de 15h à 16h. Nap-conte, Nap chanté. Une présentation de groupe Banque TD. Depuis le 27 janvier 1975, Radio Centre-Ville représente la diversité de Montréal. Nous donnons le micro pour permettre aux Montréalais et Montréalaises de se rencontrer. Le meilleur de l'actualité communautaire, locale et internationale est à Radio Centre-Ville. Nous mettons l'accent sur le monde de Montréal.